Nous passons à présent à la séquence consacrée aux régions au cœur de l'Europe. Pour intervenir sur ce sujet, Madame Christine Lagarde nous fait l'honneur de sa présence. Je rappelle, Madame, que vous avez dirigé le Fonds monétaire international de 2011 à 2019 et que vous êtes, depuis le 1er novembre 2019, présidente de la Banque centrale européenne. Nous vous écoutons. Merci infiniment, Monsieur le Président du Sénat, cher Gérard, Monsieur le Président de l'Association des maires de France, mon cher François, Monsieur le Président de l'Association des départements de France, mon cher Dominique, Monsieur le Président des régions de France, mon cher Renaud, et puis bien sûr, ma chère Valérie, Présidente de la région Île-de-France, merci infiniment de m'accueillir et d'accueillir à travers moi un peu de l'Europe à travers ma fonction, celle de présidente de la Banque centrale européenne. Avant de m'exprimer devant vous comme présidente de la Banque centrale européenne, permettez-moi pour un instant, comme fille, comme petite fille d'enseignant et comme Française tout simplement, de m'associer à l'indignation, à la réaction forte et solidaire qui a été exprimée par chacun des présidents qui m'ont précédé à cette tribune et pendant le débat qui a eu lieu. Je crois qu'il n'y a pas de mots pour qualifier l'indigne, l'inacceptable et la monstruosité que cette réaction solidaire collective de la nation tout entière pour se lever contre l'obscurantisme. Et je m'y associe pleinement en qualité de personne. Comme présidente de la Banque centrale européenne maintenant, d'abord, je vous remercie à nouveau de l'occasion qui m'est donnée de m'adresser à vous à l'occasion de ce 15e congrès des régions de France dans ce lieu magnifique à Saint-Ouen, ce bel hémicycle récemment rénové et ouvert à tous. Et la tâche est compliquée, parce que je vous ai entendu tout à l'heure débattre des difficultés de la mise en œuvre. Parce que nous avons tous été touchés, nous avons tous été concernés à travers toute l'Europe par ce coronavirus. L'ampleur de cette crise sur le plan sanitaire, sur le plan économique, est évidemment sans précédent et aucun pays, ni aucune région dans aucun pays, et je vis à Francfort en permanence maintenant, n'a été épargné ni n'était véritablement prêt pour répondre au défi qui nous a été lancé. Je voudrais rappeler ici Aristide Briand, en 1930, qui a dit ceci: « C'est la vulnérabilité partagée des Européens, ne serait-ce qu'en raison de la géographie de notre continent, qui crée les conditions de la solidarité et le besoin incontournable de la confiance mutuelle. » La vision qu'il avait d'une Europe plus forte et agissant ensemble a été sans nul doute renforcée par les événements sans précédent de cette année 2020. En agissant ensemble, face à ce choc, je le rappelle, d'une ampleur et d'une brutalité sans précédent, nous avons pu faire plus. Parce qu'en effet, tous les niveaux d'intervention ont dû jouer leur rôle, au niveau local, au niveau régional, au niveau départemental, au niveau national et au niveau européen. L'implication et la gestion responsable par les collectivités locales et régionales dans l'ensemble des pays de la zone euro, les mesures d'endiguement qui ont été mises en œuvre, que vous avez mises en œuvre au plus près des territoires, cet endiguement a été difficile et pour certains, il a constitué une remise en cause d'un certain nombre de libertés individuelles et il aurait pu donner lieu à des embrasements. Vous avez su, par la gestion proche du territoire, éviter que les discordes dans nos sociétés ne se développent. Alors évidemment, nous avons tous rencontré des difficultés et aucun d'entre nous n'était prêt. Mais malgré ces difficultés, il semblerait, je ne sais pas ce que Brice Teinturier vous a indiqué ce matin, je n'étais pas là, mais il semblerait, en tout cas d'après les travaux que nous avons fait faire au niveau de la Banque centrale européenne, que la confiance entre nos concitoyens, la confiance entre les pays et dans nos institutions communes a largement été préservée. En outre, des mesures de crise plus efficaces ont aidé les États et les régions à travers l'Europe à faire face à la crise. Alors je voudrais d'abord passer un tout petit peu en revue ce qu'il y a eu d'exceptionnel dans la gestion de cette crise, de là où je la vois bien entendu,
et vous démontrer de quelle manière les leviers budgétaires et les leviers monétaires ont pour une fois agi de manière concertée. Ça n'était pas le cas pendant la crise de 2008, ni même pendant la crise des dettes souveraines européennes que François Baroin, qui m'a succédé à Bercy, a si bien géré là où il était. Les gouvernements européens d'abord, les gouvernements des États membres, ont naturellement été les premiers à répondre à la crise, en adoptant des mesures budgétaires inédites pour empêcher une vague de faillites et des pertes d'emplois massives. Ces mesures, aujourd'hui, on peut les chiffrer à peu près 4,5% du PIB de la zone euro. On avait fait, bon an, mal an, un petit 2% en 2008. Donc plus du double de ce qui a été engagé en 2008. Et cela, c'est sans compter, bien entendu, sur les 20% de PIB zone euro qui ont été mis en œuvre, qui n'ont pas forcément tous été appelés, puisqu'il s'agit en l'espèce des garanties des prêts qui ont été mis en place et dont un certain nombre ont été appelés, mais pas tous, et ça, on parle de 20% du PIB. Pendant que l'arme budgétaire était en train de se mettre en place, l'arme monétaire, elle aussi, a répondu très rapidement. C'est le 18 mars, c'est-à-dire le lendemain des mesures de confinement, que le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a décidé de renforcer massivement ces mesures et de mettre en place ce que nous avons appelé le PEP. Alors le PEP, c'est le programme d'achat d'actifs en réponse à la pandémie qui a été mis en œuvre et qui aujourd'hui représente un total de 1 350 milliards d'euros qui, bien entendu, a constitué une aide essentielle contre la crise pour l'ensemble des secteurs économiques au sein de la zone euro. Qu'est-ce qu'on a fait avec cette masse considérable d'achats d'actifs dont nous avons à peu près engagé 590 milliards à ce jour? Eh bien, ça nous a permis d'abaisser les coûts d'emprunt à travers l'ensemble des pays de la zone euro, puisqu'on sait que le taux d'emprunt à long terme sur lequel nous agissons grâce à ces achats d'actifs permet ensuite, en répercussion, de faire baisser les taux d'intérêt d'emprunt pour les États, mais aussi pour les particuliers, pour les entreprises. Si vous regardez aujourd'hui à quel taux les familles empruntent pour acheter de l'immobilier, si vous regardez à quel taux les entreprises empruntent pour investir, on est à des taux qui tournent entre 1,3 et 1,5%, ce qui est excessivement bas compte tenu de l'ampleur des risques auxquels les prêteurs sont confrontés. On a donc ainsi aidé les concitoyens et les gouvernements à emprunter pour surmonter cette crise. Et grâce à nos nouvelles mesures de financement ciblé, ce sont les fameux programmes de refinancement à long terme ciblés, nous avons accru le montant des liquidités que les banques peuvent emprunter et nous leur avons permis de prêter plus facilement à ceux qui sont le plus durement touchés par la crise, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises qui, typiquement, sur le marché européen, ne font pas appel au marché des capitaux qui sont encore trop fragmentés au sein de la zone euro. J'ajoute à cet égard que nous avons aussi élargi le volume des collatéraux qui sont pris en pension par les banques pour obtenir ces refinancements, ce qui a permis là aussi de se porter au secours d'un certain nombre des entreprises et des familles. Et puis par ailleurs, les dirigeants européens ont uni leurs forces pour conforter les mesures nationales et donner à chaque État membre la possibilité de répondre de façon adéquate à la crise. Je vous passe les mesures exceptionnelles qui ont été prises, c'est-à-dire des tabous qui ont sauté, qu'il s'agisse des aides d'État qu'on a écartées pour le moment, qu'il s'agisse des engagements du pacte de stabilité et de croissance qui a été écarté là aussi pour le moment. Mais en outre, dès le mois de mai, les filets de sécurité ont été mis en place pour un montant qu'on a un peu tendance à oublier maintenant parce qu'on parle surtout du plan de 750 milliards d'euros qu'on a appelé la nouvelle génération de l'Union européenne, mais ces 540 milliards d'euros qui ont été mis en place à la fois pour soutenir les États grâce au programme mis en place par le mécanisme de stabilité européen auquel aucun pays n'a fait appel pour le moment, mais qui est là et disponible. Deuxièmement, les salariés qui, s'ils se retrouvent privés d'emploi, peuvent être indemnisés et auxquels l'Europe contribue par un programme qui s'appelle SURE et qui a été souscrit maintenant par 15 pays de la zone euro. Et puis, évidemment, les programmes de soutien mis en place par la Banque européenne d'investissement, qu'un certain nombre de vous dans les régions connaissez bien, puisque la BEI finance de très nombreux programmes. La BEI a notamment mis en place un nouveau fonds de garantie pan-européen de 25 milliards d'euros qui permet ainsi de fournir des prêts à concurrence de 200 milliards d'euros
en privilégiant là aussi les petites et moyennes entreprises. Et puis l'Union européenne a réorienté des fonds de cohésion pour aider les États membres à faire face à la crise. Et puis, vous le savez tous, quand la crise s'est manifestée dans toute sa brutalité et sa violence, un autre tabou est tombé, c'est celui de l'emprunt collectif par l'ensemble des pays de l'Union européenne, à concurrence d'un total de 750 milliards d'euros, dont certains commentateurs ont considéré qu'accoucher dans la douleur, il n'était finalement pas si emblématique. Si, ne nous y trompons pas, il est emblématique, car c'était bien la première fois que l'ensemble des pays de l'Union européenne empruntaient ensemble pour consentir des subventions à ceux des pays au sein de l'Union européenne qui étaient le plus affectés et le plus durablement touchés par les effets de la pandémie. Pour la première fois, un budget européen temporaire va appuyer la stabilisation budgétaire au niveau national. Alors, ce fonds-là de 750 milliards d'euros qui sera réparti en deux catégories, les subventions d'un côté pour les pays les plus touchés, les plus affectés, des prêts à très faible taux d'intérêt pour les autres, et à l'ensemble des pays de l'Union européenne selon une clé de répartition tout à fait objective, permettra à la fois de panser les plaies, mais aussi de rebâtir et de se préparer à la transition pour une transformation économique. Je crois que nous avons en l'occurrence l'occasion unique de changer un mode de vie, de construire un avenir plus numérique, plus inclusif, plus vert. Ce sont les grandes clés qui ont été arrêtées par le Conseil européen et qui ont été proposées par la Commission. Je pense que l'urgence environnementale, qui est très bien prise en compte par la région Île-de-France et par un certain nombre d'entre vous aussi, l'urgence numérique, l'une et l'autre sont sorties renforcées par cette crise du Covid-19. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous interrogez les Européens, 50% d'entre eux ont travaillé en télétravail pendant plus de 2 mois et demi. Sur ces 50%, seulement 17% d'entre eux disent « Ah, moi, je veux recommencer à travailler comme avant ». Les autres demandent à continuer à travailler comme cela, en télétravail, ou travailler de manière hybride, en télétravail et en travail dans les entreprises. Nécessairement, nos économies seront transformées. Nécessairement, l'empreinte environnementale que nous allons laisser en sortant de cette crise du Covid-19 sera différente de celle que nous étions en train de développer avant qu'elle n'intervienne. Donc, on peut choisir, en effet, et je crois que c'est ce à quoi nous incite la Commission, ce qu'ont approuvé les membres du Conseil européen, de s'orienter vers cette croissance qui soit à la fois plus verte, plus intelligente et plus digitale. Je pense en plus que cette économie plus numérique peut aussi être plus inclusive. Certains d'entre vous ont certainement constaté que, par exemple, la télémédecine a fait des progrès considérables. Là où 11% de malades bénéficiaient de la télémédecine, on est aujourd'hui à 49%. Et 70% de ceux qui ont bénéficié de la télémédecine pendant la période de Covid souhaitent pouvoir continuer à bénéficier de ce mode de fonctionnement. Alors, est-ce que l'Europe est bien placée dans tout ça par rapport à l'ensemble des grandes régions économiques du monde? Eh bien oui, l'Europe est évidemment bien placée. Pourquoi? Premièrement, parce que nous possédons aujourd'hui le plus grand secteur d'éco-innovation et d'économie circulaire au monde en termes de chiffre d'affaires. Deuxièmement, parce que l'euro est la monnaie de référence de plus de 40% des émissions d'obligations vertes. Le dollar est à peu près à 24% derrière. Troisièmement, parce qu'une majorité d'Européens sont prêts à adopter un mode de vie plus écologique et faisant une plus grande place au numérique. Alors évidemment, nous, à la Banque centrale européenne, nous sommes déterminés à soutenir ce mouvement et nous allons continuer à développer une politique monétaire accommodante, comme les circonstances économiques le justifient, mais nous allons aussi faire en sorte que notre monnaie, c'est-à-dire l'euro, soit non seulement une monnaie d'émission des obligations vertes, mais soit aussi une monnaie numérique qui permette de répondre aux attentes de nos concitoyens. Nous avons lancé depuis le 12 octobre une consultation publique à l'égard de l'ensemble de nos concitoyens européens pour comprendre leurs attentes et pour nous assurer que lorsque nous ferons le choix en janvier d'un euro numérique ou pas, nous ayons pris en compte les aspirations de nos concitoyens. Enfin, dernier point que je voudrais évoquer, c'est qu'il faut que tous soient à bord. Quand vous regardez l'impact qu'a eu la pandémie,
on s'aperçoit très vite que l'impact a été beaucoup plus lourd dans le secteur des services que dans le secteur manufacturier. En 2008, la contribution du secteur des services à la récession était de l'ordre de 3%. Celle du secteur manufacturier, très légèrement plus. Aujourd'hui, la contribution des services à la récession dans laquelle nous nous trouvons est toute proche de 9%, et le secteur manufacturier y contribue à 3,2%. Donc ce sont les services, et on le sait très bien, on pense évidemment à l'hôtellerie, à la restauration, au transport, etc. Ce sont les services qui ont été les plus atteints. Or, 60% des salariés qui se trouvent dans le secteur des services se trouvent, entre guillemets, en bas de l'échelle. Donc l'impact de la pandémie, parce qu'elle affecte les services en particulier, est aussi un facteur d'inégalité complémentaire. Il est dès lors essentiel que les politiques publiques ne soient pas interrompues prématurément, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet, et qu'en particulier les dispositifs de chômage partiel restent cruciaux et soient maintenus pour les personnes aux revenus les plus bas. Et puis la pandémie a montré que, évidemment, tous les secteurs et tous les salariés ne sont pas tous logés à la même enseigne en ce qui concerne les mesures de distanciation nécessaires et en ce qui concerne le passage à la numérisation. Nous devons donc favoriser la création de nouvelles sources de croissance pour que chacun puisse retrouver un emploi et puisse bénéficier d'une formation permettant d'accéder aux nouvelles industries. Le plan Next Generation EU, pardonnez-moi l'anglicisme pour une fois, peut nous guider dans la bonne direction, puisqu'au moins 20% de la facilité pour la reprise et la résilience seront consacrés au numérique et 30% de l'ensemble des dépenses de l'Union européenne seront liées à la transition climatique. Mais tous les pays, toutes les régions et toutes les villes d'Europe doivent jouer leur rôle pour veiller à ce que leurs économies soient bien placées pour bénéficier de ce plan. Je crois que c'était Dominique Bussereau qui tout à l'heure a parlé de la participation des départements à l'élaboration des plans de relance et de résilience qui viendront s'articuler pour bénéficier des financements du plan Nouvelle Génération Union européenne. Il est capital d'y participer, il est capital d'être dans ces boucles-là. Certains pays de la zone euro sont déjà largement avancés dans ce domaine, ont déjà soumis leur copie, si j'ose dire, et je crois qu'il faut absolument que l'ensemble des régions, évidemment les régions françaises, se trouvent participantes actives et le sont, je l'imagine déjà, très largement. Dernier point que je voulais évoquer avec vous, dans les axes qu'il faut impérativement privilégier si on veut préserver l'emploi dans les mois qui viennent. On sait aujourd'hui que ce sont les entreprises de moins de 5 années d'ancienneté, entre guillemets, qui sont les plus créatrices d'emplois. Aujourd'hui, elles ne représentent que 20% de l'emploi total, mais elles sont à l'origine de près de 50% des créations d'emplois. Donc tout ce que vous ferez pour privilégier des centres d'innovation, des parcs industriels, des secteurs qui permettent à des entreprises de s'implanter et de durer, en privilégiant le deuxième cercle de financement qui est nécessaire après l'argent des amis, des copains et de la famille, sera absolument déterminant, de la même manière qu'un environnement favorable à l'innovation et notamment qui comportera l'accès à haut débit dans l'ensemble de vos régions sera indispensable pour privilégier cette activité. Voilà, la réaction vigoureuse de l'Europe à la phase aiguë de la crise montre que nous sommes capables, en face d'un défi aussi lourd que celui auquel nous sommes confrontés, de faire route commune, d'oublier un certain nombre de principes, de briser certains tabous et d'agir ensemble pour se concentrer sur l'urgence. Je crois que nous devons à présent poursuivre dans cette voie et nous lancer sans retenue dans une phase qui sera compliquée parce qu'il va falloir continuer à ce que j'appelais panser les plaies pour que les cicatrices de la crise économique ne soient pas trop lourdes, en plus des urgences sanitaires qui sont à gérer, mais il va falloir aussi préparer la transformation de nos économies pour nous assurer que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, ces entreprises qui sont créées aujourd'hui soient toujours porteuses d'emplois et créatrices d'activités. Je vous remercie infiniment. Vous avez parlé des mesures budgétaires et monétaires prises par la BCE, vous avez parlé des atouts. Est-ce que plus généralement sur cette crise plus globale, vous en tirez des enseignements? Qu'est-ce qui a bien fonctionné au niveau européen? Qu'est-ce qui doit clairement être amélioré aujourd'hui? Je crois que ce qui a bien fonctionné, c'est l'association un peu unique entre le budgétaire et le monétaire. Ce qui a bien fonctionné, je l'ai évoqué tout à l'heure dans mon propos, ce qui a bien fonctionné aussi,
c'est l'élan de solidarité enfin convenu d'abord à l'échelon franco-allemand et puis ensuite développé le 21 juillet 2020 par l'ensemble des pays membres du Conseil européen. Donc ça, sur ces deux aspects, je pense que le fonctionnement a été à la hauteur des enjeux. Ce qui a mal fonctionné, un certain nombre d'entre vous tout à l'heure l'ont évoqué, et je crois que les courroies de transmission entre les différentes autorités qui sont sur le terrain et au plus près de la réalité des difficultés et le niveau décisionnel sont probablement des domaines dans lesquels des améliorations sont possibles, pas seulement en France. Il ne faut pas imaginer qu'il n'y a qu'en France que se posent ces problèmes-là. Ça a été le cas dans d'autres pays de la zone euro aussi. Et je pense que la coordination en matière de mesures de type déplacement, protection, etc., aurait pu être meilleure et sera, je l'espère, meilleure dans les semaines à venir. Est-ce que vous avez parlé d'urgence environnementale tout à l'heure? Est-ce qu'on ne peut pas envisager que cette crise du Covid est un peu un avant-goût de crises autres et même peut-être plus graves qui pourraient survenir d'un point de vue notamment climatique? Et comment être résilient, comment se préparer à ça, selon vous? C'est très clairement une grande crise liée notamment au changement climatique. Et ce n'est certainement pas la dernière, et c'est la raison pour laquelle il faut impérativement que l'ensemble des villes, des départements, des régions, des nations se mettent au diapason pour à minima respecter l'accord de Paris, c'est-à-dire limiter à moins de 2% l'augmentation par référence aux émissions que nous avions en 1990, en limiter l'augmentation à 2 degrés, pardon, pas 2%, c'est un peu l'obsession de la stabilité des prix qui m'amène à parler de 2%, c'est bien de 2 degrés centigrades, bien sûr, dont il est question. Mais là, vraiment, les territoires ont un rôle capital à jouer. J'ai vécu longtemps aux États-Unis. Quand on regarde aujourd'hui les chiffres des États-Unis, on s'aperçoit que la Californie est un des plus gros contributeurs de mesures permettant la réduction de ces émissions-là. Donc c'est un échelon d'un État au sein d'un pays qui, en ce qui le concerne, n'est pas aussi exemplaire. Dernière question, vous, peut-être en termes de prospective, votre regard, comment est-ce que vous voyez l'Europe, la Chine, les États-Unis dans 50 ans? Ouf. Oui, c'est loin, mais en même temps... Il faut vous parliez on a parlé tout à l'heure de ce monde qu'on fabrique pour les enfants. Donc, quel monde leur diriger? Voilà, alors il faut que j'imagine dans quel monde mes petits-enfants vivront. Je pense que les États-Unis, la Chine et l'Europe resteront des zones économiques. J'espère que l'Union européenne aura permis de consolider encore plus la richesse et la diversité dont nous sommes ensemble capables. J'espère qu'on aura enfin un marché des capitaux européen, j'espère qu'on aura enfin réalisé l'union bancaire, et j'espère qu'en termes de politique de cohésion, on sera plus unis qu'on ne l'est encore aujourd'hui. Donc il y a une route à couvrir qui est très importante. Donc oui, dans 50 ans, j'ai cet espoir-là aussi. Il y a d'autres pays qui monteront en puissance. Je crois que le pouvoir de la démographie est considérable, et de ce point de vue-là, je pense que l'Inde, notamment, un certain nombre de pays africains auront aussi un rôle beaucoup plus important à jouer dans ce concert des nations. Merci, Madame la Présidente. Nous attendons d'un instant à l'autre l'arrivée du Premier ministre, M. Castet. Nous vous retrouvons donc dans quelques instants.